Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence en ligne organisée par les éditions VK en partenariat avec la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, la première mutuelle des agents des services publics locaux et partenaires engagés pour leur protection sociale, leur santé et leur bien-être au travail. Cette visioconférence est intitulée PSC des agents territoriaux, ce que la loi du 23 décembre 2025 change concrètement. On le verra, c'est une loi qui marque un tournant historique à la fois pour les collectivités locales et surtout pour les 2 millions d'agents publics territoriaux. En effet, en transposant l'accord national du 11 juillet 2023 sur lequel on reviendra, cette loi généralise la prévoyance collective obligatoire, redéfinit le rôle de l'employeur public territorial et renforce la sécurité sociale des agents face aux aléas de la vie, arrêt de travail, invalidité, décès. La loi impose désormais des contrats collectifs de prévoyance à adhésion obligatoire, et on verra les impacts que cela a, plus une participation financière accrue des employeurs. La mise en œuvre de ces contrats obligatoires doit être effective au 1er janvier 2029. Entre-temps, un calendrier progressif est prévu pour permettre aux collectivités de s'adapter et d'opérer des choix structurants, parce que nous verrons que cette adaptation requiert des choix structurants. Les employeurs doivent d'ores et déjà se mettre en marche et opérer pour respecter cette obligation et faire ses choix. Nous vous proposons dans cette webconférence justement de décrypter de manière très claire et opérationnelle le changement impliqué par l'adoption de cette loi, quel cadre juridique nouveau est posé, le contexte aussi qui est important pour en comprendre la philosophie et la posture que les collectivités doivent adopter dès aujourd'hui et les implications concrètes pour vous, bien évidemment, dans un paysage, et nous le verrons, qui est très hétérogène aujourd'hui, au niveau des contrats existants, des labellisations, des contrats individuels, des contrats collectifs et des couvertures qui sont effectives aujourd'hui pour les agents. Nous verrons dans une deuxième séquence des leviers d'action à mobiliser dès aujourd'hui pour que vous puissiez mettre en œuvre de façon maîtrisée et effective la loi au 1er janvier 2029. Pour en parler, deux intervenants que j'ai à mes côtés. Caroline Letellier, avocate associée au cabinet Avanti Avocat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également enseignante à l'Université de Bordeaux sur la protection sociale complémentaire et les assurances vie. C'est vraiment votre sujet. Hein. Vous Absolument. voilà. Et Victor Vidi, directeur général adjoint stratégie et influence de la MNT. Bonjour. Bonjour. Alors, cette webconférence, comme toujours, c'est l'occasion de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser dès à présent et nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Avant de débuter et de commencer la première séquence qui nous permette de comprendre la loi, ses enjeux et ses implications, on va partir de vous. On vous propose une première question sondage voilà, je vais la faire apparaître. Une première question sondage. Votre collectivité a-t-elle déjà mis en place une convention de participation? Et vous verrez s'afficher immédiatement après une deuxième question dans laquelle nous vous demandons si oui, si votre collectivité a déjà mis une convention de participation en place, cette convention est-elle à adhésion facultative, à adhésion obligatoire ou vous ne savez pas? En attendant les résultats de ce sondage, je vous propose de démarrer sans plus attendre pour décortiquer les contextes juridiques et les contextes politiques de cette loi qui nous permettent d'en comprendre les enjeux et comment mieux se positionner dès aujourd'hui. Alors, Madame Letellier, je vais commencer par vous, Monsieur Vidi. Quel est le contexte politique? En quoi comprendre le contexte politique de cette loi est important pour voir et vraiment déceler ce qui change concrètement pour les acteurs publics locaux aujourd'hui? Merci. Alors si on se place du point de vue peut-être des collectivités, des différents acteurs, avant la loi, on avait une période un peu floue où il y avait une obligation déjà qui était issue des ordonnances qui a été prise par le gouvernement sur la protection sociale complémentaire des agents. Donc pourquoi un flou? Parce qu'il y avait une obligation de participer à la protection sociale des agents en prévoyance depuis le 1er janvier 2025, en santé depuis le 1er janvier 2026,
avec un certain nombre de textes, hein, notamment un décret en 2022 qui encadre le niveau de participation et le contenu des paniers. Donc ça, c'est le cadre juridique actuel. Et en parallèle, l'accord que vous citiez qui demandait au gouvernement de mettre en place l'adhésion obligatoire des agents à des contrats collectifs à horizon de l'application de la participation, donc l'obligation de participation employeur 1er janvier 2025, et avec des conditions un peu différentes, notamment sur les paniers et sur les modalités de participation. Donc, la bonne nouvelle de la loi, même si elle ne règle pas tous les sujets, la bonne nouvelle de la loi, c'est qu'elle clarifie enfin le cadre dans lequel on va évoluer dans les prochaines années. Oui, l'adhésion obligatoire des agents est la finalité désormais de la PSC en prévoyance. Et donc au 1er janvier 2029, sur des modalités qui restent à définir, l'ensemble des agents devront être couverts par des contrats collectifs à adhésion obligatoire, modulo peut-être quelques exceptions qui restent à traiter. Cependant, dans ce flou né du décalage entre l'intention affichée par les employeurs et la réalité dans la loi, on a une multiplicité de situations aujourd'hui avec des difficultés qu'on connaît déjà, qui sont en train de se réaliser et qu'il faut qu'on arrive à traiter désormais pour faire en sorte que ce principe-là, celui qui a été posé, et c'est une bonne chose, par les employeurs territoriaux et les organisations syndicales dans leur accord, validé au Parlement cette année, assez rapidement, et il faut le dire, hein, dans un contexte législatif bousculé Complexe. et particulier. Donc je pense qu'il faut aussi remercier, en plus des employeurs et des organisations syndicales, les parlementaires, aussi bien au Sénat, je pense à celle qui a porté le texte, évidemment Isabelle Florennes, à Catherine Di Folco qui a été rapporteure, que à Stéphane Delautrette aussi qui a porté le texte dans la niche de son groupe politique à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il faut se féliciter de cette mobilisation qui se fait pour la protection sociale des agents et des employeurs. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à régler ces différents décalages, ces retards, pour faire en sorte que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, l'obligation de participation, l'obligation d'adhésion à un contrat soit une réussite et que au milieu de tout ça, on ne se retrouve pas avec des situations sociales compliquées pour des agents qui pourraient se retrouver parfois pour de bonnes raisons juridiques, mais donc des mauvaises raisons dans l'absolu, sans couverture. On va en parler hein, dans cette webconf. Dans un premier temps, à date, aujourd'hui ou au moment de la promulgation de la loi, c'était quoi l'état des lieux en termes de couverture des agents territoriaux? Alors, avant les obligations de participation, il est à noter qu'on a déjà un cadre juridique, hein, qui est celui du décret de 2011, qui faisait suite en fait déjà à des dispositifs qui existaient. Hein. La MNT, elle fait de la prévoyance depuis le statut, donc depuis 84, c'est nos premiers contrats. Donc il y a une organisation du marché qui a d'abord été une organisation individuelle, avec adhésion facultative. Puis on a eu la possibilité pour les collectivités légalement de participer à cette protection sociale complémentaire sous différentes modalités, une aide à des contrats individuels, la labellisation, ou proposer un contrat à adhésion facultative à ces agents-là. Avant que tout ça soit bouleversé par la loi sur la PSC et la PPL, on estime de manière assez précise que plus de la moitié des collectivités participaient en prévoyance, ce qui est une bonne chose. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les employeurs territoriaux et les organisations syndicales ont fait de la prévoyance une priorité par rapport à la santé. Et donc on avait, bon an, mal an, à peu près une moitié d'agents territoriaux qui étaient couverts par des contrats. Alors peut-être pas au niveau des contrats que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'on est sur l'individuel, et donc la priorité c'était d'avoir des contrats, puisqu'il fallait que les gens choisissent de le faire, attractifs économiquement. Et donc on avait une partie des agents qui sont couverts. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Non, allez-y, je voulais vous donner les chiffres, mais continuez. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de donner un état des lieux parce que le marché a beaucoup changé. D'abord, il y a des collectivités qui restent en labellisation, dont on pourrait penser qu'il y a une forme de stabilité. Ce n'est pas vraiment le cas parce que si la participation de ces collectivités a généralement peu changé, parce que le montant minimum dans le panier du décret de 2022 est assez faible, hein, 7 € brut, donc 6,20 € net pour la plupart des collectivités, eh bien, le panier, lui, a largement augmenté. Il y a des experts autour de la table, je vais pas, enfin, derrière l'écran, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais incapacité plus invalidité à 90% de la rémunération. Et donc, on se retrouve avec des paniers plus élevés. Et donc, beaucoup d'agents, nous, on le constate, qui nous disent « Je ne veux plus souscrire à ce contrat labellisé, je vais donc choisir un contrat non labellisé, voire arrêter de souscrire un contrat,
l'arrêt de travail, c'est un truc un peu théorique. Donc, sur le labellisé, on constate une régression D'accord. du nombre d'agents protégés. En tout cas, on ne couvre pas, les nouveaux contrats ne viennent pas remplacer les anciens. Et puis, il y a des conventions de participation qui subissent le même Mm. phénomène. Une collectivité qui avait une convention de participation, juste en invalidité, qui fait une proposition euh, invalidité en plus, avec des niveaux supplémentaires, et dont les agents lui disent bah, votre contrat il est plus cher, votre participation n'est pas alignée, je ne rentre pas dedans. Et puis il y a le collectif obligatoire dans certaines collectivités, avec certains centres de gestion, qui se met aussi en place, et où là, mécaniquement, il y a un effet positif sur le nombre Oui. d'agents protégés, évidemment. Donc voilà, difficile de répondre dans le Mm. détail. Il y a beaucoup de situations hétérogènes. Il y a des collectivités qui n'ont rien, d'autres qui avaient des contrats, qui vont être obligés de se mettre en conformité plus tôt. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tout ça est très Oui. bousculé. L'idée, c'est quand même d'amener tout le monde, d'en perdre le moins possible sur le bord de la route, et donc éventuellement d'avoir des modalités transitoires qui permettent d'encadrer ça, et qu'au 1er janvier 2029, les situations soient réglées pour un maximum d'agents. Et qu'on soit dans une situation plus égalitaire, si vous me permettez cette expression, pour les agents, en tout cas sur un minimum commun. En écho à ce que vous venez de dire, en réponse à la question de sondage que nous avons posée, 69% des collectivités, des auditrices et des auditeurs ont mis en place une convention de participation, 70% à adhésion facultative, 4% à adhésion obligatoire et 24% ne sait pas. Je trouve que ça reflète à la fois l'hétérogénéité et ce que vous disiez. Hein. J'ai lu quelque part, en préparant cette émission, 18 villes, je crois, hein, qui ont des contrats adhésion obligatoire de région. Enfin, voilà, on est vraiment dans des chiffres Et qui un certain vont... nombre de centres de gestion qui sont des acteurs Exactement. importants dans le dispositif. Ouais. On va en parler notamment pour l'enjeu des petites collectivités locales. On reste sur le décryptage du contexte. Je vous propose de passer au contexte juridique. Et on a déjà une première question, beaucoup de questions, pour savoir si le décret de 2011 est abrogé. Donc, on Non, va profiter de votre absolument. présentation du contexte pour répondre à cette question. Je vous laisse la Oui. télécommande également. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Absolument. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, je vais simplement rappeler la chronologie de la réforme et les textes qui ont été publiés, donc en vigueur, et également évoquer, on y reviendra tout à l'heure, les textes encore attendus. Donc, vous voyez effectivement à l'écran une frise. Alors, la réforme débute effectivement par l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, qui pose effectivement des principes, notamment l'obligation pour les employeurs publics de participer au financement des garanties de prévoyance, mais également des garanties en matière de frais de santé. J'y reviendrai tout à l'heure très rapidement, parce que le sujet effectivement du jour, c'est plutôt la prévoyance. Et cette ordonnance, effectivement, pose les principes selon lesquels, effectivement, eu égard à cette obligation de participation patronale, de la souscription de contrat, ou en tout cas, effectivement, de la mise en œuvre de cette obligation, soit sur des règlements ou contrats individuels labellisés, soit sur des contrats collectifs à adhésion facultative ou obligatoire, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, et également avec des prestations minimales, à la fois en santé et en prévoyance. Je fais une petite parenthèse pour souligner que le même jour, il y a une deuxième ordonnance qui avait été publiée, donc le 17 février 2021, sur la négociation dans la fonction publique, ce qui était nouveau, puisque jusqu'à présent, il n'y avait rien, absolument rien. C'est important de le souligner parce que du fait de la publication de cette deuxième ordonnance, les employeurs publics peuvent négocier la mise en œuvre de cette réforme de la PSC dans le cadre d'un accord valide au sens du Code général de la fonction publique. D'où le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a certaines collectivités, et le sondage vient de l'illustrer, qui ont déjà mis en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire, lesquels résultent d'accords signés localement. Donc c'est important de rappeler cette deuxième ordonnance du même jour. Suite à cette ordonnance, les partenaires sociaux de la fonction publique territoriale se sont emparés du sujet, effectivement, et il y a eu un préaccord de méthode qui avait été signé en février 2022 sur la conduite des négociations. Ce texte, alors dans ma frise, effectivement, je le mets en rouge, hein, tous les textes qui sont cités en vert n'ont pas de portée juridique.
Au niveau juridique, seuls effectivement ont une portée les textes législatifs et réglementaires. Ouais. Donc, suite à l'ordonnance, il y a eu le décret du 20 avril 2022 qui, lui, a posé effectivement des règles en matière de minimum de financement, à la fois en santé et à la fois en prévoyance, et également des règles sur les prestations minimales Mm. qui devront être mises en œuvre. Je vais y revenir tout à l'heure. Toujours parallèlement, les partenaires sociaux ont continué leurs échanges, leurs négociations. Et effectivement, donc un accord très important a été signé le 11 juillet 2023. Il est en vert dans ma frise parce que précisément, il n'a pas de portée juridique, mais bien évidemment, il a une portée politique, si j'ose dire, très importante. Puisque effectivement, cet accord, voilà, les partenaires sociaux se sont tous mis d'accord sur les modalités souhaitées de la mise en œuvre de la réforme et notamment, effectivement, en prévoyance, la mise en place de contrats collectifs à adhésion obligatoire. Il y a une foire aux questions qui a suivi en juin 2024. Et pour finir, effectivement, cette fameuse loi qui a été adoptée donc au Parlement le 22 décembre 2025 et publiée au journal officiel le 23. Donc voilà par rapport au texte en vigueur. Donc, alors du coup, j'avais un slide sur la... Oui, j'ai été trop vite, je suis désolée. Je ne sais pas dans quelle direction je vais dans mes slides. Vous voulez avancer ou revenir en arrière? Je veux revenir en arrière. Voilà. Voilà. Assez curieux, il me manque un Bon, slide c'est sur pas les grave. frais de santé. C'est pas grave. Alors, avant d'évoquer la prévoyance, je rappelais dans un slide qui n'apparaît pas qu'en matière de frais de santé, la réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2026, donc il y a quelques semaines. Et au titre effectivement des obligations nouvelles au 1er janvier 2026, il y a l'obligation de participer financièrement à la charge des employeurs publics à hauteur à minima de 15 €. En frais de santé, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion obligatoire à date dans les textes. Donc, en matière de frais de santé, il y a cette obligation de financer au minimum à hauteur de 15 €. Il y a le panier de soins qui a été fixé en référence au panier de soins qui est en vigueur et qui existe déjà pour les salariés de droit privé. Donc, il y a un alignement fonction publique territoriale et salariés de droit privé. Et la mise en œuvre de cette obligation de financement minimal de l'employeur public peut se faire soit sur des contrats au règlement mutualiste individuel labellisés, soit sur des contrats collectifs à adhésion facultative, soit sur des contrats collectifs à adhésion obligatoire. À nouveau, si c'est l'obligatoire, ça suppose un accord, puisque aucun des textes n'impose cette adhésion obligatoire. Sur la prévoyance, qui est vraiment le sujet du jour. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau synthétique pour rappeler effectivement l'existant avant la loi de décembre dernier. Sur les 7 €, une question nous est posée. On a beaucoup de questions. Est-ce que c'est valable quel que soit le temps de travail de l'agent? Alors j'avoue que là, je n'ai pas À creusé creuser, le on sujet, répondra. mais c'est effectivement une bonne question Voilà. et je pourrais y revenir ultérieurement. D'accord. En tout cas, avant la loi de décembre 2025, effectivement, on vient de le voir, hein, quels Oui, étaient les les cas, textes ça en évoluera. vigueur, c'était l'ordonnance Ouais. de 2021 et le décret. Et dans le cadre effectivement de ces textes précédemment en vigueur, le minimum de cotisation de financement patronal était fixé à 20% d'un montant de référence que le décret avait lui-même fixé à 35 €, d'où très concrètement une participation financière minimale de 7 €. La loi donc modifie cette obligation minimale de financement, puisque maintenant on parle de 50% de la cotisation qui ouvre droit au bénéfice des garanties minimales. Les garanties minimales dans l'ordonnance et le décret, c'est le décret qui a fixé des garanties minimales en incapacité de travail et en invalidité. Et donc, bon, je synthétise hein, dans le slide, schématiquement, c'était une indemnisation, donc indemnité journalière complémentaire, à hauteur de 90% de la rémunération nette, plus effectivement la prise en compte de 40% du régime indemnitaire net. Pareil, au niveau de l'invalidité, 90%. Dans le cadre de la loi de 2025, de décembre 2025, on attend un décret. Pourquoi? Parce que l'accord de juillet de 2023 que j'évoquais tout à l'heure, même s'il est dépourvu de toute portée juridique, les partenaires sociaux ont souhaité réévaluer effectivement
ces garanties minimales. Et donc, corrélativement, on attend un décret qui va venir modifier le décret du 20 avril 2022 pour, a priori, ajuster ces garanties minimales en incapacité de travail et en invalidité, conformément à l'accord signé en juillet 2023 pour répondre aux souhaits des partenaires sociaux. Alors, je poursuis. Allez-y. J'espère que je vais. Une minute, hein, voilà, on va Voilà, faire le point. 1 minute sur Ouais. la prévoyance. Mm. Alors, la différence fondamentale, c'est que, comme je l'ai déjà dit, avant la loi, c'était du facultatif au niveau de l'adhésion des agents. Avec la loi, effectivement, le législateur a repris ce souhait exprimé dans l'accord de juillet 2023 pour mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Un dernier point sur la date d'entrée en vigueur. Donc, l'ordonnance et le décret prévoient une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Donc, depuis le 1er janvier 2025, il y a une obligation de participation minimale à hauteur de 7 €. Sur la loi du 22 décembre 2025, donc la loi prévoit par principe une échéance au 1er janvier 2029 avec une période transitoire dans la mesure où on différencie les situations selon que les collectivités ont déjà une convention de participation en cours ou pas et selon le terme de cette convention de participation. Mais l'objectif in fine, effectivement, c'est qu'au 1er janvier 2029, tout le monde applique effectivement ces textes. Je vais terminer rapidement sur les points de vigilance, mais justement, on va en revenir, y revenir. C'est que la loi du 22 décembre 2025 contient 2 articles très importants, l'article 4 et l'article 5, justement sur les problématiques de succession d'organismes assureurs Oui. qui doit prendre en charge et sur les problématiques traitées par l'article 5 des agents qui sont en arrêt de travail et qui sont titulaires d'un contrat individuel notamment. Donc ça, on va y revenir. Eu égard effectivement à la publication de cette loi de décembre 2025, il faut quand même noter qu'on attend encore des textes. Notamment, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, un décret qui va venir modifier le décret d'avril 2022 sur les garanties minimales, mais pas seulement. Il y a également des textes attendus, donc un décret sur les dispenses d'adhésion, puisque le principe posé, c'est une adhésion obligatoire, mais l'ordonnance de 2021 prévoyait effectivement des dispenses qui seraient fixées par voie réglementaire. Et pour répondre à la question qui a été soulevée, le décret de 2011 est toujours aujourd'hui en vigueur, voilà, mais précisément, il devra être modifié puisque il y a cette réforme et dans le décret de 2011, tout était facultatif, à la fois l'adhésion des agents et à la fois la participation patronale des employeurs. Et on se pose la question également de savoir si, au-delà de ces textes qui sont attendus en tout état de cause, les décrets, s'il n'y aura pas d'autres textes précisément sur les problématiques sur des successions de contrats. Parce qu'on va y revenir effectivement sur l'article 4, et, voilà, qui ne règle pas tous les cas de figure. Donc on s'interroge, est-ce que effectivement ce sera l'occasion d'éclaircir les différentes situations avec de nouveaux textes? Et puis, effectivement, suite au décret de 2011, il y avait une circulaire du ministère de 2012 qui était venue préciser les modalités d'application. Donc forcément, cette circulaire ne sera plus d'actualité et il pourrait être souhaitable, effectivement, qu'il y ait une nouvelle circulaire qui précise les modalités d'application de la réforme. Très bien, je vous remercie. C'était absolument nécessaire. Je vois, vous m'excusez, hein, je Allez-y. tournais la tête de temps en temps. On a beaucoup de questions que l'on va prendre. J'aimerais terminer sur ces éléments de contexte, mais très rapidement, sur l'enjeu pour les petites collectivités locales et la notion de dialogue social qui préside quand même à l'esprit de cette loi et du contexte que vous avez rappelé, hein, législatif et de différents accords. Monsieur Vidi. Ouais, rapidement, parce que Oui. je pense que la priorité, Voilà, ça ça va sera être pour les les questions. questions. Pour les petites collectivités, parce que c'est sûr qu'on est sur une matière compliquée, d'abord rappeler, on ne l'a pas dit, mais que les différents textes donnent au centre de gestion un rôle prépondérant C'est ça. dans la mise en œuvre de la réforme. Donc le premier réflexe, évidemment, pour une petite collectivité, c'est d'abord d'aller voir avec son centre de gestion qui a l'expertise, la connaissance du dispositif, etc. Alors évidemment, c'est sûr que pour eux, c'est un changement important et une responsabilité en première ligne Importante. éminente. Donc
D'autant plus, vous le soulignez, vous faisiez le lien entre les deux, que désormais, on le voit bien, le dialogue social pour ces collectivités va se faire au niveau du centre de gestion. Mm. Donc pour les petites collectivités, centre de gestion, j'en profite pour dire qu'au passage, il y avait depuis quelques années donc un article, une proposition de modification du PLF portée au Sénat, et je remercie les sénateurs qui nous soutiennent chaque année pour mettre en place un fonds de péréquation financière pour les petites Ouais, c'est collectivités ça. sur la Mm. PSC, qui malheureusement n'a pas été repris dans le texte adopté en 49.3 par le gouvernement, mais bon voilà, ça peut être quand même quelque chose dans les années qui viennent qui pourrait encore remonter au Parlement. Je ferme la parenthèse. Le dialogue social, c'est important. D'abord parce que c'est une obligation. On aime bien réfléchir en termes d'obligations juridiques quand même, Mm. évidemment, mais surtout, nous, on considère que c'est une clé de succès du dispositif. Si l'idée, c'est uniquement de faire le texte à minima, bon, pourquoi Mhm. pas. Mm. L'avantage du dialogue social, c'est que ça va permettre d'abord de sécuriser la mise en œuvre du dispositif, parce que les agents territoriaux, par la voix de leurs organisations syndicales, vont relever aussi des problématiques. Parce que le sujet, ce n'est pas l'agent en bonne santé qui va bien et il va rentrer en contrat, il va sortir en contrat et c'est neutre pour lui. Le sujet, c'est bien aux marges du contrat, à l'entrée, en sortie, des dispenses d'assiduité, des situations concrètes. Alors, vous citiez la question des temps partiels. Je pose la question du multi-employeur. Oui. Quand il y a plusieurs Oui. employeurs, est-ce qu'il y a Mm. plusieurs participations? Comment elles sont réparties, etc. Donc, ces questions-là, elles peuvent être traitées aussi par le dialogue social, remontées par le dialogue social. Donc, pour un acheteur ou pour une DRH, le dialogue social, c'est aussi un outil pour remonter des problématiques extrêmement concrètes et qui tiennent quand même à la réalité du territoire. Parce que la question du multi-employeur, elle se pose différemment dans un département que je connais bien comme le Lot. Mon papa est maire, donc des fois, on me pose des questions un peu pratiques comme ça. De départements un peu plus urbains où cette problématique du cantonnier à mi-temps ne se pose pas. Donc le dialogue social, c'est important pour ça. Et puis c'est important aussi pour la partie conduite du changement. Parce que quand on va aller voir les agents, au pire au 1er janvier 2029, pour leur dire, tu as un droit supplémentaire, en contrepartie de quoi on va prélever Plus, 50% voilà. de la cotisation qui peut être importante sur ton salaire, il faut l'expliquer. Mm. Et pour l'expliquer, il n'y a pas mieux qu'un dialogue social organisé, de l'information qui circule. Donc le dialogue social, c'est aussi un véhicule pour De légitimer, pédagogie aussi, hein. ouais, Mm. exactement, de pédagogie autour de la réforme, qui pour certains agents, hein, il faut se le dire, va se transformer en coût. Voilà, c'est la Immédiat, première mais chose qu'on voilà. va voir, sans voir évidemment, et c'est vrai, et il faut le rappeler, l'extrême protection que cela génère. Vraiment, je le dis en un mot, pour repousser sur l'intérêt de la réforme, le fait de passer en demi-traitement, ça peut générer des risques sociaux extrêmement importants pour les agents, contrairement à je critique évidemment pas la couverture santé, je suis très très mal placé pour le faire, mais voilà, la protection sociale en prévoyance, et merci aux employeurs territoriaux, merci aux organisations syndicales de l'avoir porté, c'est éminemment important pour beaucoup d'agents, et donc il faut faire en sorte que ça fonctionne correctement. Donc allons au bout du dispositif, le dialogue social, y compris dans les petites collectivités avec le centre de gestion, c'est très important. Alors, je vous propose, on va privilégier les questions. Je vais revoir un petit peu ce que l'on s'était dit. On comprend que le dispositif pose des principes très forts d'universalité, de cette protection sociale, avec un levier très fort sur la prévoyance, mais le dispositif est encore incomplet, vous nous l'avez bien expliqué, Madame Letellier. J'ai beaucoup de questions qui vont nous permettre de répondre en fait aux enjeux que l'on voulait vous présenter, à savoir les différents scénarios possibles selon la situation de notre collectivité. Alors, si vous en êtes d'accord, tous les deux, et en particulier Madame Letellier, parce qu'il y a beaucoup de questions très très précises et juridiques, je vais vous les poser, ça nous permettra de faire ce point. Vous êtes d'accord avec ce... Absolument. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, il y a beaucoup de questions sur la subrogation. Est-ce que l'adhésion obligatoire à la prévoyance induit une obligation pour l'employeur de subroger et de prendre en charge les indus? Les indus, c'est-à-dire les indus. C'est ce que dit l'assureur. Y a-t-il une base réglementaire? Alors, j'ai pas plus de... Je vais vous en donner plusieurs. Oui. Alors, voilà, première, typique de succession. D'accord. Notre département a un contrat collectif à adhésion facultative jusqu'au 31/12/2026, avec une participation employeur à 7 € mensuels. Nous pouvons la renouveler jusqu'au 31/12/2027. Est-ce que oui ou non? Qu'est-ce que vous... Alors, effectivement, là, cette question, j'imagine, fait référence à cette fameuse période transitoire
et la date d'entrée en Oui. vigueur au 1er janvier 2029. Pardon, il y avait le deuxième élément de question, D'accord, excusez-moi, allez-y. avec. Mais pourrons-nous réglementairement la renouveler jusqu'au 31/12/2028, je pense que c'est ce que vous alliez aborder, afin de se mettre en marche sur l'adhésion obligatoire et la participation employeur à 50% à partir du 1/1/29. Alors, Ah, effectivement, comme j'avais carte commencé à le pratique. dire, c'est qu'effectivement, c'est en lien avec l'article 6 Oui. de la loi sur la date d'entrée en vigueur. Donc, cet article 6, je vais davantage le Mhm. détailler, je l'ai évoqué très rapidement. Le principe donc posé par la loi, c'est une entrée en vigueur au 1er janvier 2029. Donc, on nous dit que les collectivités qui n'ont pas de convention de participation en cours devront se mettre en conformité au 1er janvier 2029. Ensuite, l'article 6 distingue deux cas de figure. La première hypothèse, une collectivité qui a une convention de participation en cours et qui se termine, enfin dont le terme a priori est postérieur au 1er janvier 2029. Et là, le texte nous dit que cette collectivité devra se mettre en conformité avant le terme, c'est-à-dire au 1er janvier 2029, puisque c'est l'entrée en vigueur souhaitée. La deuxième hypothèse, et c'est celle effectivement qui Celle-ci. rejoint cette question, c'est l'hypothèse où une collectivité a une convention de participation en cours dont le terme arrive avant le 1er janvier 2029. Donc par principe, effectivement, de mémoire, on peut prolonger d'une année, mais en tout état de cause, même s'il y a une prolongation d'une année, le terme arrivera avant le 1er janvier 2029. Et dans ce cas-là, effectivement, le texte nous dit qu'il y a une obligation de mise en conformité à cette échéance. Donc, effectivement, pour les collectivités qui sont dans ce cas-là, on voit qu'il y a un petit décalage parce que l'objectif, tout de même, du législateur était le 1er janvier 2029 pour l'ensemble des collectivités. Et donc, effectivement, ces collectivités-là, a priori, enfin en application littérale du texte, elles devront se mettre en conformité avant. C'est ça. Voilà. Donc, prévoir d'autres types de contrats, le cas échéant, plutôt que d'être dans des renouvellements. C'est ça le conseil ou... Ça dépend quand même beaucoup de la situation de la collectivité et la raison pour laquelle elle souhaiterait se donner un peu de temps. Oui. Ça peut être une raison économique. Oui, parce que, on l'a mentionné tout à l'heure. l'obligation de participation, il faut relever les seuils, etc. etc. Après, nous, on est dans un marché de contrat et de marché public. Donc aujourd'hui, ce qui encadre le contrat de la collectivité, c'est un terme avec la possibilité de le repousser d'une année supplémentaire. Donc, il faut rester dans ce cadre-là. À mon avis, je ne connais pas le cas et le département concerné, mais il me semble qu'il va falloir se mettre en conformité, soit en fin d'année 2026, soit en fin d'année 2027. Il faut un élément à prendre en compte, et ça dépend du niveau de maturité, du sujet, etc. C'est aussi, évidemment, le dialogue social, mais aussi le reste du marché de l'assurance. Parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour voir, mais je pense que si on veut que le dispositif fonctionne, soit mis en place au 1er janvier 2029, faire le pari que tous les contrats tous les appels d'offres vont se faire en juin 2028 et seront mis en œuvre correctement au 1er septembre 2028 pour le 31 décembre 2029 ou quelques mois après, pourrait être hasardeux. Évidemment, je ne sais pas que je plaide pour ma paroisse, que nous, on s'organise pour pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble des collectivités. On a des concurrents qui font pareil, mais voilà, il faut que la collectivité, et ce n'est pas des décisions évidentes, et je reconnais que pour le coup, entre bien vérifier le contrat, s'assurer des dispositifs, ça dépend aussi de la convention qui est en cours au niveau de la collectivité, quelles sont les règles, etc. Ça demande un pilotage de la part des collectivités, une responsabilité qui est importante. C'est sûr, oui. En tout cas, on n'attend pas le 1er janvier 2029. Absolument pas. Voilà, parce non, non. voilà, on ne renouvelle pas jusque... vous mentionnez faut-il disposer d'un accord collectif valide si l'on met en place un contrat collectif à adhésion obligatoire qui répond aux dispositions du décret du 20/04/22 ? Avant le 1er janvier 2029, oui, puisque l'obligation de mettre en place un contrat collectif à adhésion obligatoire, à nouveau, rentre en vigueur le 1er janvier 2029. Mais encore une fois, et d'ailleurs certaines collectivités l'ont déjà fait, elles ont mis en place un contrat collectif à adhésion obligatoire, forcément dans le cadre d'un accord valide. D'où le rappel que je faisais tout à l'heure de l'ordonnance sur la négociation collective du même jour. Mais en fait, ça pose un vrai sujet. Ça pose un vrai sujet. C'est qu'est-ce qui se passe si une collectivité souhaite faire le minimum, ne pas faire de dialogue social. Est-ce que l'obligation de faire du dialogue social l'emporte sur l'obligation
de mettre en place ce dispositif. Il y a peut-être cette Mmh. question-là et cette tentation-là derrière, parce que plus on va Mmh. avancer, Mhm. moins on aura de Mmh. collectivités volontaires spontanément sur le sujet. Ouais, elles vont attendre. Et ça, je pense qu'il faut que ça soit Mmh. d'une certaine manière organisé dans les textes qui restent à venir. C'est-à-dire, avec une difficulté quand même, si on fait ce pari-là, Mhm. ce qu'on disait, pas de dialogue social, on n'embarque pas les agents, il peut y avoir des contestations juridiques, donc le meilleur conseil quand même à donner, c'est toujours de respecter la loi, de faire du dialogue social, euh, y compris pour améliorer le dispositif, et ça n'a pas forcément que des impacts financiers, et respecter les délais. Je dis d'autant plus, c'est pas encore complètement éludé juridiquement, mais entre se faire condamner parce qu'on n'a pas mis en place une participation, bon, bah, on est condamné à la mettre en place et à faire à la limite un rappel sur quelques années, et ne pas mettre en place une obligation d'adhésion des agents pour lesquels la justice pourrait considérer dans quelques années que du coup, si vous n'avez pas mis en place, vous devez sur vos fonds payer Oui, parce que la c'est mise ça en la incapacité, conséquence. C'est ça. l'invalidité, y compris la perte de retraite des agents, le décès, etc., les garanties minimales, le risque économique pour la collectivité de l'obligation d'adhésion de l'ensemble des agents est extrêmement important, beaucoup plus que la simple obligation de participation, où là on parle de, bon bah voilà, j'aurais dû verser 7 euros à 50 agents, je leur verse et pour solde de tout compte là, les agents en arrêt de travail, ils pourront dire à la collectivité, vous avez failli à votre obligation, donc il y a un risque juridique extrêmement important avec lequel il nous semble qu'il ne faut pas jouer. On va la poser la question. Qu'est-ce qu'on risque si au 1er janvier 2029, on n'est pas dans les clous? Alors, je rejoins ce que vient de dire M. Vidil. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'effectivement un agent soit en incapacité de travail, en invalidité, pire, décède, alors même que la loi impose effectivement la mise en place de contrats collectifs à adhésion obligatoire avec des garanties minimales. Et là, le risque, c'est que c'est une action judiciaire, alors, en souhaitant que l'agent soit en vie, mais qu'il revendique le bénéfice des prestations minimales prévues à nouveau par la loi en matière d'incapacité de travail et d'invalidité. Et en cas de décès, alors une petite parenthèse sur le décès, donc je rappelle que le risque décès ne fait pas partie des garanties minimales. Ce qui signifie qu'en pratique, effectivement, si une collectivité souhaite mettre en place un contrat de prévoyance avec le risque décès, ce qui est classique en prévoyance, tous les contrats actuels prévoient l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès. Forcément, ça suppose, dans le cas d'une adhésion obligatoire, une négociation dans le cadre d'un accord, puisqu'on va au-delà de la loi. D'accord. Ça, c'est très important à rappeler. Et donc, effectivement, pour en revenir à la question, que se passe-t-il si effectivement au 1er janvier 2029, rien n'est fait? Effectivement, M. Vidil le rappelait tout à fait justement, c'est pas la participation minimale, effectivement, qui est l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est le sinistre qui est arrivé et la demande effectivement d'indemnisation, encore une fois, soit par l'agent, soit par les ayants droit en cas de décès. Et là, le risque pour la collectivité, je pense, c'est une condamnation. Condamnation en plus des frais oui, parce qu'il y a une obligation fixée par la loi qui n'est pas respectée. On est bien d'accord, est-ce qu'on peut rester en labellisation je vais vous poser les questions comme ça, au 31/12/2028? En labellisation, en prévoyance? On va faire en prévoyance. Oui, tout à fait, puisque l'obligation de mise en place, encore une fois, d'un contrat collectif à adhésion obligatoire n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2029. Alors on me dit si le décès est proposé en option, pas besoin d'accord collectif préalable, pour l'interrogation. Oui, je pense que oui, effectivement, parce que si c'est une option, on reste sur du facultatif, et donc a priori, oui. Alors on me pose des questions qui probablement ne s'adressent pas à vous, mais qui posent la question de faire appel à un AMO. Pour la mise en place du marché, avez-vous été accompagné? Donc est-il préférable de se faire accompagner? On a les CDG pour les petites collectivités, ou avez-vous fait appel à un AMO, ou avez-vous les compétences en interne? Donc ça, c'est, je pense, des échanges entre auditeurs et auditrices, mais c'est quoi l'importance d'un AMO? Alors effectivement, c'est une réforme très technique. Et donc, effectivement, notamment dans les petites collectivités qui n'ont pas les ressources humaines et les compétences techniques, parce que voilà, il faut déchiffrer tout de même la réforme. Et effectivement, certaines peuvent faire effectivement appel à un AMO parce que, a priori, ce sont des cabinets conseils qui connaissent le sujet et qui peuvent effectivement les accompagner, les conseiller,
d'une part sur le déchiffrage effectivement de ces textes, sur, effectivement les modalités de mettre en place, également une procédure. Mhm. Puisqu'effectivement, je l'ai dit rapidement, mais je le rappelle tout de même, c'est que dans le cadre de la mise en place d'un contrat collectif à adhésion obligatoire, il faudra effectivement mettre en place une procédure de sélection des organismes assureurs, puisque ça, les textes le posent. Et d'ailleurs, effectivement, et après je vais fermer cette parenthèse, donc je l'évoquais tout à l'heure, il y aura certainement un toilettage du décret 2011, puisque dans le décret 2011, aujourd'hui, on parle d'une procédure ad hoc. Or, l'ordonnance nous parle du respect du code de la commande publique. Et donc, effectivement, au-delà des aspects techniques purement attachés à cette réforme de la PSC, il y a également des conseils certainement à donner sur la procédure à suivre pour lancer les appels à la concurrence. Avec aussi, on le mentionnait en préparant cette émission, l'importance de bien préparer son cahier des charges pour éviter ces successions de contrats, pour éviter les situations complexes avec des agents qui seraient déjà en arrêt, etc. Il y a une mutation là-dessus sur la partie contractuelle. Il y a une mutation du marché qui est absolument pas neutre. Jusque-là, vous aviez les assureurs qui portaient une forme d'expertise, notamment parce qu'en fait, sur l'individuel, on portait des règlements mutualistes. On avait une expérience, je le disais, depuis 1984 sur le sujet, etc., etc. Et donc, du coup, il y avait une organisation du marché qui s'est faite en fait par les assureurs. Aujourd'hui, alors il y a une phase un peu hybride, les conventions de participation, le rôle des centres de gestion, et donc on a commencé à contractualiser et passer d'un référentiel à le régime de l'assureur à un régime où la partie contractuelle et la collectivité quand même commence à être embarquée. Et donc on a une bascule complète à une responsabilité sur le contenu du contrat qui est portée par la collectivité, pas par l'assureur, pas par un tiers autre, par la collectivité. Alors évidemment, il y a des phases de questions-réponses, etc. Mais comme maintenant, avec l'obligation d'adhésion, on rentre très clairement dans le champ du code de la commande publique, derrière, nous on l'a vu, quand on vient proposer en complément sur certains contrats, on le faisait il y a quelques années en disant attention, là il va manquer une brique, on vous le propose. C'est du tarif en plus, c'est éliminatoire. Tout le monde arrête de faire ça. Donc, la responsabilité de la collectivité, elle est désormais à 100% sur le contrat. Donc moi, j'attire juste l'attention de ceux qui nous écoutent en leur disant, il y a une expertise technique extrêmement importante à avoir, et évidemment qui est assurantielle. Assurantielle parce que c'est une matière technique, etc. Mais on est dans un cadre où la transposition chimiquement pure de ce qui se passe dans le privé n'est pas toujours possible. Oui. La loi E20, c'est encore 30 années de contentieux dans le privé pour l'appliquer. Donc il a fallu 30 ans et encore, il y a encore des débats. Nous, ça vient de naître, donc ne pensons pas que les textes juridiques vont tout régler. Moi, j'y crois pas. Le contrat sécurise quand même beaucoup. Et le contrat, c'est, on est dans un marché public et on est dans le cadre du statut de la fonction publique territoriale. Donc il y a 3 compétences à avoir. L'assurance, et c'est celle qui fait parfois le plus peur. Oui. Et parfois, on se sent un peu rassuré en disant la fonction publique territoriale et les achats, je connais, mais attention, on est bien dans une procédure d'achat. On l'a vu au niveau de l'État, avec les procédures MAPA qui ont sauté, etc. Et pourtant, au niveau de l'État, c'est pas neutre. Il y a eu des contestations, etc. Donc, on est bien dans une responsabilité de la collectivité de se faire accompagner sur la dimension assurantielle, mais dimension fonction publique territoriale. On est dans le cadre du statut, pas du code du travail. Et la dimension marché public. Ce qui n'est pas écrit dans le contrat et ce qui n'est pas prévu dans la loi n'existe pas. Donc voilà, vraiment point d'attention sur le temps de rédaction du cahier des charges. On a des retours sur le coût quand même, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette période de transition permet aussi d'anticiper les coûts. Madame la sénatrice Di Folco parlait de 500 millions d'euros pour toutes les collectivités. Effectivement, il y a un enjeu budgétaire, passer de 7 euros mensuels à 50% des cotisations, c'est pas neutre. Mais l'impact sociétal est là aussi, c'est-à-dire qu'on passe à un régime universel aussi pour la fonction publique territoriale aujourd'hui. Alors, on reviendra en fin d'émission sur les tensions qui peuvent ouvrir des contentieux. Vous venez de le mentionner, on en parle. Peut-être on fera un point de rappel en 30 secondes. Je continue avec les questions. On demande également si la dérogation d'1 an est valable aussi pour la santé, pour un contrat qui se termine le 31 décembre 2026. Ah oui, parce que là, la prorogation des conventions d'1 an, c'est une règle générale. Donc, ce n'est pas spécifique à la prévoyance, effectivement. Ok. Alors, une question très précise que je vais vous lire. Une collectivité qui n'a pas de convention de participation et qui est en labellisation, peut-elle lancer
déjà une procédure en reprenant les dispositions de la loi du 22 décembre 2025, donc bien avant le 1er janvier 2029, et sans attendre les textes d'application, en concluant un accord collectif local valide avec les organisations syndicales représentatives pour ensuite passer un avenant au contrat. Alors, Très technique, mais la réponse est oui, oui, encore une voilà. fois, avec la possibilité de mener des négociations locales et de signer un accord valide. Donc, effectivement, une collectivité qui souhaite anticiper, elle peut le faire. Par contre, la fin de la question, j'ai du mal à l'appréhender. Oui. En gros, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on pourra avenanter le contrat si jamais on a des dispositions dans le texte qui sont contraires au décret? Exactement. Ah oui, ah oui. Si c'est des modifications substantielles. Ah bah absolument, bah vous m'avez devancé. Voilà. Effectivement, parce qu'effectivement, dans le cadre du Code de la commande publique, en fait, la question se posera s'il existe des modifications substantielles. C'est ça. Voilà. Alors, si aujourd'hui, en dehors de cette question, hein, si aujourd'hui, on a une collectivité qui a mis en place effectivement un contrat collectif adhésion facultative, qui ne respecte même pas effectivement, enfin, les futures garanties minimales qui vont être définies dans le décret à apparaître. Bien évidemment, à mon sens, c'est une modification substantielle. Donc, il faut relancer effectivement une procédure. Par contre, et tout le sujet sera là, qu'est-ce qu'une modification substantielle? Si une collectivité, comme dans le cas de la question posée, a mis en place un contrat collectif à adhésion obligatoire, avec des garanties minimales, alors peut-être fondées sur l'accord de juillet 2023, si c'est le cas, on peut douter de l'existence de modifications substantielles. Mais effectivement. Il y a une question, alors il nous reste une dizaine de minutes, j'aimerais vraiment qu'on réponde pas à toutes les questions, on n'y arrivera peut-être pas, mais du coup là je vais rebondir sur une des premières questions qui nous était posée, c'est qu'on peut vraiment s'engager dès à présent, c'est le sens de cette webconférence, avant l'apparition la publication des décrets. Absolument. Vraiment Certains l'ont fait d'ailleurs bien avant, donc c'est... Absolument. Oui, et derrière, de toute façon, je pense qu'il y aura une période de compréhension, y compris du point de vue les assureurs, les collectivités et le droit. C'est-à-dire que si une collectivité met en place un accord, qu'il est discuté et que derrière, elle prévoit dans le contrat que l'assureur doit s'ajuster en fonction des évolutions du décret, aucun assureur ni aucune partie prenante n'ira attaquer le dispositif en disant c'est une modification substantielle. Donc, voilà, on a des arguments juridiques. Après, la question, c'est quelle prise de risque on est prêt à prendre. S'il y a une volonté politique, s'il y a du dialogue social, et il faut l'encadrer contractuellement, et il y a des gens très doués dans les collectivités pour faire ça, il faut y aller. Deux questions très spécifiques, mais qui nous permettent de voir les zones de tension et de contentieux. Une dans laquelle on vous cite la MNT. Donc, première question. Notre convention actuelle est une convention par capitalisation à adhésion facultative. Lors du renouvellement de notre convention et passage à adhésion obligatoire, le passé relatif aux sinistres déjà ouverts ou en cours sont-ils à prendre en charge par le nouvel employeur? Deuxième question. Est-ce que sont assurés ou pourquoi ne sont pas assurés la prise en charge lors d'un changement de contrat collectif en lien avec le CDG des agents en arrêt maladie, mais pas à demi-traitement au moment du changement de contrat, ce qui place les agents en vie de protection. Alors moi, je vais répondre, je ne connais pas les situations particulières de la MNT, donc moi je vais répondre d'un point de vue juridique, en faisant référence effectivement à la loi E20. Oui. Effectivement, d'ailleurs, au cabinet, on suit un certain nombre de contentieux, enfin pas dans le cadre de la réforme, mais anti-réforme. Cette loi E20, donc c'est une loi qui s'applique à la prévoyance et au sein de laquelle il y a plusieurs articles qui sont essentiels et qui s'appliquent à la fonction publique territoriale. En cas de résiliation d'un contrat collectif, l'article 7 de cette loi, de la loi E20, pose un principe selon lequel la résiliation est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, nées ou acquises avant la résiliation. Alors, encore une fois, ça démontre bien ce que je viens de dire, hein, je le connais par cœur cet article, que c'est très technique. La question qui s'est posée, effectivement, est de savoir qu'est-ce qu'une prestation immédiate ou différée, née ou acquise avant la résiliation. Il y a beaucoup de jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet,
Et la Cour de cassation, de manière constante depuis quelques années, juge qu'un contrat peut prévoir des conditions d'acquisition des garanties. Ça veut dire quoi très concrètement? Dans le cadre de la fonction publique territoriale, on sait qu'effectivement, les congés, notamment les congés maladie ordinaires, mais comme les CLM, les CLD, il y a une période pendant laquelle effectivement l'employeur public maintient le plein traitement. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus 100%, mais c'est 90%. Mais je vais conserver cette terminologie de plein traitement pour bien comprendre. Donc, notamment pour les CMO, pendant les 3 premiers mois, il y a une période de plein traitement maintenue par l'employeur. Et ensuite, les mois suivants, jusqu'au terme d'un délai de 12 mois, l'agent passe à demi-traitement. Bien évidemment, dans les contrats de prévoyance, que ce soit MNT ou des autres organismes assureurs, le début de l'indemnisation de l'arrêt de travail commence à compter du demi-traitement. La difficulté qui se pose en pratique, c'est qu'effectivement, que se passe-t-il en cas de résiliation avant le passage à demi-traitement de l'agent? Eh bien, selon les stipulations contractuelles, si dans le contrat il est prévu que le droit à garantie existe à condition que le passage à demi-traitement intervienne avant la résiliation, l'organisme assureur est en droit de refuser. C'est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et d'ailleurs, alors, petite parenthèse, au cabinet où on a des contentieux sur ce sujet, on les gagne. Parce que c'est le droit positif. La Cour de cassation, c'est de la jurisprudence, ça fait partie du droit positif à l'instar de la loi. Je poursuis simplement pour revenir, alors effectivement, je sais que le temps est compté. Oui. Précisément, je disais dans mes slides, point de vigilance, article 4 de la loi du 22 décembre 2025. Précisément, cet article 4 parle de l'article 7 de la loi E20 et nous dit sans préjudice de l'article 7 de la loi E20, c'est-à-dire que lorsque l'article 7 de la loi E20 s'applique, voilà, dans ces cas-là, effectivement, si l'article 7 de la loi E20 s'applique, c'est bien l'organisme assureur qui doit indemniser. Par contre, si l'article 7 ne s'applique pas, forcément, c'est l'organisme nouveau du contrat collectif à adhésion obligatoire qui doit prendre en charge. Dans le cadre des discussions, enfin des travaux parlementaires au Sénat, je rappelle qu'effectivement, il y avait un amendement qui avait été adopté en commission au Sénat, qui visait justement à anticiper toutes ces problématiques de succession d'organismes assureurs et à effectivement définir dans la loi les différents cas de figure. Bon, l'amendement en question avait été adopté en commission au Sénat. Malheureusement, il n'a pas été adopté effectivement dans le cadre du vote définitif. Et enfin, d'un point de vue juridique, c'est mon opinion, hein, c'est dommage parce qu'effectivement, en pratique, justement, tous ces cas de figure, d'où effectivement, et je vais très vite parce que je sais que le temps est très compté, d'où la nécessité dans les cahiers des charges. C'est ça, j'allais y revenir. Voilà. De bien préciser, parce que c'est ce que j'évoquais. Soit on a des textes qui vont être publiés prochainement pour justement traiter de ces différents cas de figure de succession de contrat, soit on n'aura pas de texte. D'où l'intérêt en pratique d'anticiper dans les cahiers des charges la manière dont effectivement l'employeur souhaite voir traiter ces différentes situations. Parce que si c'est prévu dans le cahier des charges, eh bien les règles seront identiques à tous les organismes assureurs qui candidateront pour être sélectionnés. Ça, c'est très très important. C'est une façon de se protéger, entre guillemets. Et absolument, de protéger ses achats. Absolument. Et puis surtout de dire aux organismes assureurs, voilà les règles applicables. C'est un vrai changement pour notre marché, hein. C'est y compris quand on compare avec le privé, ou dans le privé, il y a soit via les branches, soit via les assureurs, une forme quand même de normalisation de la partie contractuelle, où ils ont un peu plus leur mot à dire, parce qu'il y a une forme de gré à gré, des contrats standards, etc. Nous, on doit composer avec les cahiers des charges des collectivités. Et donc, c'est à ça qu'on répond. Et on voit bien que quand on va plus loin que le cahier des charges, d'un point de vue économique, ça n'apporte aucun point d'aller plus loin pour sécuriser le contrat. Comme ça, généralement, augmente le tarif, ça en fait même perdre. Donc, c'est important de comprendre que pour le coup, on ne peut pas répondre aux questions en fait comme ça, sans connaître le contrat initial et la volonté du contrat futur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contrat connu, il est connu. Voilà. Si c'est explicitement prévu, ça sera pris en charge. Si ce n'est pas prévu, ça ne sera pas pris en charge parce que ce n'est pas prévu. Par contre,
ce qu'il reste à faire pour la collectivité, c'est de le prévoir dans le futur contrat et de dire, moi je réfléchis évidemment au contrat, à la participation, etc., mais au bord de ce contrat, la manière dont on peut le faire ou pas permet de le faire. Juste un point quand même sur la notion d'aléa. Le législateur, et c'est très clair, y compris dans la PPL, considère que quelqu'un en arrêt de travail peut souscrire au nouveau contrat. Ça veut dire que ce n'est pas exclu de manière définitive, c'est même une possibilité. Ça veut dire que du point de vue du législateur, cet aléa, il est encore quelqu'un en arrêt de travail, il n'y a aucune automaticité à ce qui passe à demi-traitement. On est encore dans la capacité d'assurer et donc de tarifer ce type de cas. On n'est pas dans ce qu'on appelle un risque en cours, hein. Le risque n'est pas survenu, le sinistre n'est pas survenu. Et donc, il y a encore cette possibilité-là. Et ce qui parfois crée de la confusion, c'est que pour solvabiliser le système, dans l'accord qui avait été pris par les employeurs et les organisations syndicales, il est prévu que de manière transitoire, on exclut les agents. Il était demandé à ce qu'il soit possible d'exclure au début le premier contrat les agents en arrêt de travail qui ne sont pas à demi-traitement. Par contre, ça ne sera plus possible dans les renouvellements. Ce qui montre bien que la logique, c'est bien que le contrat en cours indemnise l'agent au moment du passage à demi-traitement, peut-être pas lors du premier contrat pour des raisons économiques. Cependant, là, on est dans un truc, dans une discussion juridique. Concrètement, ça veut dire quand même beaucoup d'agents qui se retrouvent sans protection. C'est ça. Et C'est derrière ce le que risque mentionné dans beaucoup de juridique, questions, il y a un risque social extrêmement fort que personne, enfin peu de collectivités se permettent d'avoir. Donc quand bien même on a l'impression que ce sujet-là est un sujet technique, c'est pour moi un sujet d'abord social et qu'il faut l'organiser contractuellement. Beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de toutes les prendre, malheureusement, j'en suis Mais désolée. moi, mais- là-dessus, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'on peut se dire que les questions que vous avez, nous, on peut, je Y peux répondre. proposer à Maître Letellier aussi de le faire, c'est qu'on apporte une réponse écrite via les éditions VK ou sur notre site ou je ne sais comment, mais qu'on prenne toutes les réponses et que sur cette base-là, avec d'autres acteurs, nous, on fait partie d'une coordination d'assureurs mutualistes, on peut aussi proposer, et y compris la travail avec les employeurs, y compris avec les organisations syndicales, une FAQ avec d'autres assureurs. Vraiment, la proposition est sur la table. Travaillons à organiser une lecture unique de tous ces sujets-là pour éviter les interprétations. Notre objectif à nous, c'est pas d'avoir raison dans 6 ans après des procès. On sait, hein, on le voit bien, on les gagne. Éviter. Mais derrière, c'est des gens qui se retrouvent en situation extrêmement compliquée. Et vraiment, on sent cette crainte à travers les questions. Alors, je retiens la proposition. Je laisserai aux éditions VK le soin de vous transmettre. On vous transmettra la réponse. Ce qui est certain, c'est que dans le lien qui vous sera envoyé avec le replay, vous aurez tous les supports qui ont été mentionnés, y compris les références de loi. Je vois qu'on me demande des références de loi, y compris la loi E20. Vous aurez tous ces éléments et probablement donc réponse à vos questions. Une question, il nous reste quand même du temps pour en prendre une ou deux, mais vraiment là, je vous demande l'impossible de répondre en 30 secondes. On a parlé des CDJ, on les a mentionnés. Est-ce qu'en qualité de CDJ, on peut proposer deux formats possibles, adhésion obligatoire pour les collectivités déjà adhérentes et adhésion facultative pour les autres? Dans le cadre d'un même appel d'offres, c'est ça? J'imagine. L'adhésion facultative de la collectivité. Est-ce qu'un centre de gestion, alors parce que je suppose que tous les agents sont dedans, le centre de gestion via son dialogue social embarque mécaniquement, j'espère pas me tromper dans les seuils, les collectivités de moins de 50 agents. Et donc va mettre en place un contrat pour ces collectivités-là et sous réserve quand même de l'adoption derrière en conseil municipal concerné. Il faut quand même que la collectivité mandate. Il y a quand même une question de mandat, il y a une question, voilà, il faut que la décision à la fin repose sur la collectivité et que derrière elle permette à d'autres collectivités de rejoindre le dispositif, soit des collectivités membres du centre de gestion, soit d'autres. Il y a plein de dispositifs où on voit des départements, voire même des régions parfois, rejoindre un contrat de centre de gestion. Voilà, tout est possible. Le mieux, c'est d'aller voir son centre de gestion et de lui poser la question. Alors, si c'est un centre de gestion qui pose la question, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Mais il y a plein d'options qui sont possibles et on peut avoir des mécanos intelligents. Peut-être juste quand même, à la fin, c'est quand même une question de risque et de mutualisation. Qui dit solidarité dit qu'à la fois, à la fin, évidemment, il y a des gens qui bénéficient de la solidarité, puis il y en a qui payent. Donc il faut quand même avoir un dispositif où à la fin, il est acceptable pour tout le monde que ceux qui payent acceptent bien volontairement de participer pour voilà. Et on a des notions de risque en fonction de la typologie de collectivité, etc., qui sont différentes. Donc créer des ensembles homogènes et cohérents pour négocier ensemble, c'est intelligent.
Écoutez, je propose que ce soit le mot de la fin. Parce Bon. que alors, à moins que vous ayez, voilà, allez-y, complétez la réponse. Non, non, mais Ça sera votre mot aussi de la fin. j'insisterai notamment par rapport à ces questions de succession de contrats, de contrats C'est individuels, ça, etc. c'est vraiment l'enjeu. Voilà, je pense que c'est un enjeu majeur et j'insisterai sur le fait qu'il est indispensable d'évoquer ces sujets dans les cahiers des charges, parce que le risque, ce sont les contentieux derrière. C'est ça. Et le risque, c'est effectivement qu'à défaut de prévoir une règle, encore une fois commune, moi, il me serait absolument indifférent que ce soit le premier qui prenne en charge ou le second. Mais je pense que l'objectif, l'intérêt, c'est que l'ensemble des acteurs suivent les mêmes règles. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des positionnements différents entre les organismes assureurs, d'où les contentieux. Donc voilà, ce serait peut-être ce mot de la fin. Je vous remercie tous les deux. Je retire importance là dès à présent de travailler sur ces cahiers des charges et sur le dialogue social, parce que beaucoup des questions qui ont été mentionnées et qui inquiètent les auditrices et les auditeurs peuvent être résolues dans ce cadre-là. Alors malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence et puis pour cette séquence questions-réponses. Comme toujours, et je l'ai précisé tout à l'heure, cette visioconférence donnera lieu à un enregistrement, enfin a donné lieu à un enregistrement. Il sera mis en ligne. Le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Et comme nous le disions, donc avec l'ensemble des documents qui ont été mentionnés et le cas échéant, réponse à vos questions, ce que l'on souhaite. Et en tout cas, on va faire en sorte de pouvoir... Dans un second envoi dans quelques semaines. Hein. Voilà. Pas non plus, Pas réponse instantanée, on vous le précise. Je remercie la MNT qui est partenaire de cette visioconférence. Je vous remercie tous les deux parce que c'était pas simple et je vous ai un peu pressurisé vu le nombre de questions. Merci à vous pour vos interactions et ces questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.